Merci Stéphanie. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais appeler Virginie Sément, qui va s'installer là. Je pense qu'on va tester les micros pour que ça fonctionne. Donc Virginie Sément accompagne nos conférences des stages, je crois, dès la première année. Voilà, plutôt de façon passive. Alors, à la conférence des présidents d'université, Virginie s'occupe de la commission formation et insertion professionnelle, qui est présidée par Guillaume Gelé, qui nous rejoindra en fin d'après-midi. Donc, Virginie, vous avez été avec nous en 2016, en 2017, en 2018 et en 2019. Vous prenez la parole publiquement avec nous et je crois que c'est une très bonne chose. Vous avez complètement adhéré à ce sujet et on va vous entendre. Merci François. Alors tout d'abord, effectivement, je tiens à remercier au nom de la CPU, la VUF et Juris-Sup pour l'organisation, ça a été déjà dit, de cette 5e édition de la conférence des stages étudiants. Effectivement, la CPU en est partenaire depuis le début. Et les échanges y sont toujours fructueux. Donc c'est un moment important pour nous chaque année de pouvoir échanger avec vous. Alors c'est vrai qu'en préparant cette conférence avec François Rio et Stéphanie Delaunay, très vite il nous est apparu nécessaire d'en élargir le champ au-delà du stage. Stéphanie l'a dit tout à l'heure. Effectivement, on a souhaité aborder un certain nombre d'autres dispositifs en matière de professionnalisation qui vous seront donc présentés tout au long de cette journée. Donc je pense à la césure, à l'engagement étudiant au sens large, au service civique, à l'entrepreneuriat étudiant. Tous ces dispositifs finalement sont complémentaires, sont tous en interaction, l'un n'étant pas exclusif de l'autre. Et effectivement, le contexte aussi des réformes en cours nous est apparu favorable en fait à l'élargissement de la thématique de cette conférence. Alors, vous êtes certainement mieux placé que moi-même pour le savoir, mais je pense notamment à la réforme de la professionnalisation qui est en cours, qui va donner lieu donc à l'assouplissement de la licence professionnelle. Je pense également donc au lancement de la nouvelle politique en faveur de l'entrepreneuriat étudiant, lancée par la ministre en mai dernier. Alain Asquin, donc, qui est le nouveau délégué ministériel à l'entrepreneuriat étudiant. Ah, ça ne marche pas. D'accord. Oui, merci Alexandre. Donc Alain Asquin qui interviendra cet après-midi nous en dira plus sur cette nouvelle politique. Et je pense également à la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle qui a été impulsée par la loi Avenir professionnel en septembre 2018. Alors, avant, donc je vais, comme Stéphanie, essayer de ne pas trop entamer sur notre timing, la journée étant dense. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble nécessaire quand même de rappeler que, alors je vais parler au nom des universités, que la professionnalisation est dans l'ADN des universités. Ce n'est vraiment pas un sujet nouveau pour les universités. Tous les diplômes universitaires sont professionnalisants. Ils peuvent tous être déclinés en compétences, ceci de la licence au doctorat, le doctorat ayant été récemment inscrit au RNCP. Donc depuis de nombreuses années, les universités s'engagent pour une meilleure lisibilité, une meilleure cohérence des parcours de formation, une plus forte sécurisation également des parcours de formation, pour le développement personnel de l'étudiant, je pense à la valorisation des soft skills. Donc on voit bien que ce sujet n'est pas novateur pour les établissements et que finalement ce processus est englobant et son contenu est riche et varié. Alors, plus particulièrement en matière de stage étudiant, vous avez dans votre petit dossier la dernière note du SIES, donc du service statistique du ministère, sur les derniers chiffres en matière de stage étudiant. Ils sont très encourageants, une fois de plus, puisqu'un étudiant sur 3 a effectué un stage au cours de l'année 2017-2018. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur les chiffres, mais c'est quand même 83% en LP, 62% en DUT et près de 60% en master. Donc voilà, donc il est acquis que le stage est un élément essentiel de l'aide à l'orientation, de la professionnalisation de l'étudiant, mais également de l'acquisition de connaissances et compétences. Et on voit bien que cette notion de stage, finalement, elle recouvre tout au long du cursus une très grande diversité de situations qui génèrent encore malheureusement des confusions avec d'autres dispositifs, donc les dispositifs que je vous ai cités tout à l'heure. Voilà, donc le propre de cette journée va nous permettre justement avec les différentes interventions de nous éclairer sur tous ces dispositifs complémentaires. Le stage aussi, depuis 2006, fait l'objet d'une réglementation très dense. La dernière loi, donc la loi 2014, est quand même la 5e loi en 8 ans. Donc et je vous passe les décrets d'application. Donc cette forte présence de l'aspect juridique du stage a peut-être aussi tendance à nous faire à occulter en fait d'autres responsabilités plus implicites qui incombent aux établissements et aux organismes d'accueil.
Donc effectivement, d'un point de vue social et sociétal, finalement, les établissements et les organismes d'accueil contribuent à la construction du projet personnel et professionnel de l'étudiant, à sa future insertion professionnelle, au renforcement du lien université-entreprise, à l'émergence de développement et au développement de compétences nouvelles. Donc cela interroge en fait finalement la place même de l'université dans le paysage économique national, dans les territoires où elle est implantée, dans les liens qu'elle crée aussi avec les différents acteurs socio-économiques de son bassin. Et finalement, plus globalement, ça interroge le rôle et la place de l'université et donc des établissements d'enseignement supérieur dans la société avec un grand S. En effet, on voit bien qu'aujourd'hui, les notions de responsabilité sociale et sociétale ne sont plus des notions, justement. Ça renvoie à des missions, des fonctions existantes et réelles au sein des organisations, qu'elles soient publiques, privées, qu'il s'agisse de collectivités territoriales ou encore d'associations. Et donc, c'est une réalité pour l'université aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose qui me tient à cœur, justement, mais cette mission inclusive dans la société, on la retrouve en fait à tous les niveaux des missions fondamentales de l'université. Donc, je pense à l'égal accès à la formation et plus généralement aux études supérieures, la diffusion de la culture scientifique, l'aide à l'orientation et à la réorientation, l'accompagnement vers la réussite, l'accompagnement vers le monde de l'emploi et donc l'aide à l'insertion professionnelle, également l'aide à la créativité et à l'innovation, par le portage, par exemple, de projets entrepreneuriaux, la formation tout au long de la vie. Donc on voit bien finalement que responsabilité juridique, responsabilité sociale, sociétale, territoriale, toutes ces responsabilités-là incombent aux établissements d'enseignement supérieur. Elles interagissent entre elles, l'une n'allant pas sans l'autre. Et donc, c'est finalement une responsabilité multifacette. Voilà, bon, j'espère ne pas avoir été trop longue. Je vais maintenant passer la parole à François, plus particulièrement justement sur cette notion de responsabilité territoriale. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous remercie de votre attention. Merci. Alors moi, je vais rester là, si vous voulez bien. Pour vous dire juste quelques mots au milieu de cette séquence qu'on vient d'entamer sur le titre « Responsabilité des établissements et des organismes d'accueil ». On aurait pu rajouter des territoires, mais on multiplie les titres un peu longs dans cette conférence, donc on s'est arrêté là pour le moment. Donc, après Virginie, avant Hervé Véry, que je vais présenter dans un instant, et Stéphanie Deves-Delaunay, qui nous présentera le dispositif de césure, on va beaucoup parler de responsabilité. On parle aussi implicitement beaucoup de risques, comme si c'était quelque chose de négatif. Et le mot que je voudrais passer aujourd'hui, c'est que le risque n'est pas négatif et que le risque est nécessaire. Le risque est absolument nécessaire et nous devons apprendre d'ailleurs aux étudiants qui passent dans nos institutions, dans nos organismes d'accueil, dans nos établissements, nos grandes écoles, à prendre des risques et à calculer bien évidemment ces risques. C'est important pour leur devenir, pour leur parcours, pour l'avenir tout simplement de notre société. La prise de risque, eh bien, les collectivités n'ont pas tellement l'habitude de le faire. Elles gèrent du risque, elles se protègent contre le risque, mais il faut de temps en temps en prendre. Donc c'est ce que nous avons commencé à faire avec les établissements d'enseignement supérieur lorsque nous avons lancé l'accueil de doctorants en convention CIFRE. Vous savez que c'était un dispositif qui était conçu pour le milieu industriel mais qui peut se développer finalement dans tous les organismes, sauf l'État, je crois. Les administrations centrales ne peuvent pas accueillir des doctorants en convention CIFRE. Et c'était déjà du learning by doing, puisque finalement, le doctorat, c'est apprendre la recherche par la recherche, et en l'occurrence par une recherche opérationnelle. Et ce n'était pas simple pour des collectivités locales d'accueillir pendant 3 ans des jeunes chercheurs qui ont certes la possibilité de contribuer aux travaux de la collectivité, mais qui ont aussi un travail de recherche à publier, et qui souvent, lorsqu'ils sont en phase de rédaction de thèse, en particulier en 3e année, sont plus tellement présents dans l'organisme d'accueil. C'était une prise de risque, et c'est une prise de risque que finalement les collectivités qui l'ont prise sont assez satisfaites de l'avoir fait, parce que ça leur a permis d'innover, de progresser, de s'ouvrir, de découvrir d'autres façons d'aborder les sujets. La prise de risque, c'est aussi le métier des entreprises. Alors aujourd'hui, elles sont peu présentes. Chaque année, on avait la NDRH, donc on avait un programme déjà suffisamment plein. Donc on a d'autres façons d'avoir des présences d'entreprises. D'abord, on aura une étudiante entrepreneuse. Elle n'est plus étudiante d'ailleurs, elle est jeune diplômée depuis cette année. Et ces produits ont commencé à être commercialisés depuis hier matin, donc qui sera là cet après-midi. La prise de risque, c'est les créateurs d'entreprises, bien sûr. Ce sont les PME, dont le métier est quasiment de gérer du risque, avec des réglementations, des contraintes, avec des paris, des challenges, des investissements.
avec l'accueil aussi de stagiaires, avec l'accueil de jeunes diplômés qui n'ont pas encore fait leurs preuves et qui vont faire leurs preuves dans l'entreprise. Voilà, donc c'est le message que je voulais donner. Cette prise de risque, c'est quelque chose, c'est un principe presque à inculquer en fait à ceux qui vont prendre des initiatives, à calculer ce risque. Et par rapport au calcul de ce risque, évidemment, le corollaire, c'est la responsabilité, c'est la protection de ce risque, notamment en matière assurantielle. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, et au-delà de l'assurance, puisque c'est aussi la protection sociale obligatoire, le régime accident du travail, la responsabilité civile, la couverture en mobilité internationale. Donc, plusieurs d'entre vous, lorsque vous vous êtes inscrits à cette conférence, avaient évoqué ces sujets-là. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Hervé Véry, qui est directeur du développement d'une nouvelle mutuelle, alors nouvelle et grande mutuelle, qui ne part pas de nulle part. Hervé va nous l'expliquer en quelques mots. Et donc, qui a acquis une expertise importante qui va lui permettre de développer l'exposé qu'il va nous présenter. Hervé, peut-être plutôt en tribune ? Je ne sais pas si vous m'entendez avec ces micros ou pas du tout. Non ? Donc il faut que je parle comme ça. On va simplement tester que le diaporama qui va accompagner mon propos est bien calé. Bon, c'est parfait. Bonjour à tous, donc je me représente, Hervé Véry, je suis directeur du développement et des partenariats chez AMI, nouvel acteur mutualiste de la protection sociale. Comme le disait François à l'instant, effectivement, nous sommes tout récents puisque nous avons été créés en juin 2019 de la convergence de 7 mutuelles étudiantes, dont la SMEREP, qui est bien connue en Ile-de-France, de la MEP ou encore de la SMERAG, mais encore d'autres acteurs mutualistes interprofessionnels spécialisés notamment sur le jeune actif ou encore sur la mobilité internationale. Fort de cet ADN mutualiste et en matière de protection sociale, nous sommes effectivement aujourd'hui experts en matière de protection sociale étudiant au service du devenir du jeune adulte. Nous les accompagnons dans l'intégralité de leur parcours de vie étudiant, dès l'entrée dans l'enseignement supérieur, dans l'assurance de leur premier logement ou de leur moyen de locomotion, dans les premiers remboursements de leurs frais de santé en France ou à l'international, mais également à leur côté, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, dans leurs premières expériences professionnelles, à l'instar des stages en entreprise. C'est donc tout naturellement et avec un immense plaisir que nous avons répondu favorablement présent pour intervenir devant vous sur la thématique des risques et accidents du stage, d'autant qu'il s'agit d'un sujet qui impacte à la fois une pluralité, ça a déjà été dit plusieurs fois, et une diversité d'acteurs, qu'ils soient à la fois organismes de protection sociale, organismes d'assurance, mais également acteurs publics, acteurs privés et personnes morales ou personnes physiques. Alors, quelques chiffres afin de se fixer les idées qui permettent d'appréhender l'enjeu et l'importance de la thématique des stages. Dans un contexte où, vous le savez, même s'il est possible de trouver ici et là quelques données, les chiffres sur ce sujet sont somme toute assez rares et lorsqu'elles existent, les données sont relativement peu souvent actualisées. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut constater ? En volume, sur 2 800 000 étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur, à peu près, en 2015-2016, en tout cas les dernières données que l'on trouve sur le sujet, montrent qu'1,7 million d'étudiants ont réalisé un stage, en tout cas par l'intermédiaire d'un établissement d'enseignement français. Si l'on zoome, on observe également en matière de durée que 55% de ces stages durent moins de 2 mois. Et en parallèle, un étudiant sur 2, grosso modo, est rétribué. En tout cas, les dernières données de 2017-2018 montrent que cela a légèrement évolué par rapport à 2015-2016. Si l'on sort de nos frontières, on constate quoi ? Un essor important qui se traduit par quelques données intéressantes. Une augmentation de 147%, par exemple, du nombre de stagiaires en mobilité sortante entre 2008 et 2015, uniquement, par exemple, sur le parcours Erasmus+. Et puis, dans l'autre sens, la mobilité entrante, c'est 3 900 étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur étranger qui sont venus faire un stage en France en 2018. Pour conclure mon propos introductif et avant de rentrer dans le vif du sujet, je ne saurais manquer de vous sensibiliser sur un sujet central et impactant qui est celui de la convention de stage.
Ce sujet est évidemment central et impactant à bien des égards. Tout d'abord parce que la convention de stage est le document central, obligatoire et tripartite qui lie à la fois le stagiaire, l'étudiant, l'organisme d'accueil également, qu'il soit public ou privé, et l'établissement d'enseignement ou de formation, sachant que l'établissement d'enseignement ou de formation peut également, lui-même à son tour, être organisme d'accueil. Deuxième sujet, la Convention mentionne obligatoirement, et là on est pile poil sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, la Convention mentionne obligatoirement le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, en cas de maladie, d'accident du travail, et encore sa responsabilité civile. Enfin, la Convention, et c'est un point d'attention important puisqu'il est très structurant par rapport à la suite de ma présentation, la Convention intègre potentiellement la question de la gratification du stagiaire. Son versement et son montant impactent de façon très importante la protection sociale du stagiaire. Comment cela fonctionne-t-il ? Pour accéder à une gratification obligatoire, le stagiaire doit, au niveau du temps de présence, et de façon cumulative, c'est important, être présent plus de 2 mois consécutifs ou non dans l'organisme d'accueil au cours de la même année universitaire. Et être, en plus, je le redis, présent plus de 308 heures de façon continue ou non. Si ces 2 conditions ne sont pas réunies, la gratification reste un élément facultatif. Comment est calculée la gratification minimale ? La base retenue est de 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, ce qui permet d'obtenir un montant de la gratification par heure de stage, soit 3,75 € depuis le 1er janvier 2018, c'est le même montant en 2019, et également le montant de la gratification par mois de stage pour un temps plein, soit 577,50 € depuis le 1er janvier 2018. Un petit peu d'eau. Ma présentation sera articulée en 3 temps. Je vous propose de regarder la question du risque et accident du stage pour l'étudiant, l'établissement et l'entreprise sous 3 angles. Premier sujet, autour de la notion de protection sociale, en lien avec la maladie et la maternité. Deuxième sujet, toujours relatif à la protection sociale, mais en lien direct avec ce qu'on appelle la TMP, l'accident du travail et la maladie professionnelle. Et dernier sujet, la responsabilité civile. 3 temps d'intervention, 3 temps sur lesquels nous allons de façon très méthodique revenir et de façon pédagogique revenir sur l'essentiel de ces sujets. Concernant la protection sociale et le sujet donc maladie et maternité, quelques prérequis qui permettent de comprendre les enjeux de préparation avant le stage. Concrètement, comment ça se pose pour un étudiant stagiaire pendant le stage. Et puis nous ferons un zoom parce qu'il nous a semblé nécessaire également d'avoir un éclairage sur les étudiants qui étaient en mobilité, que cette mobilité soit une mobilité entrante ou une mobilité sortante. Les prérequis avant le stage. 3 éléments extrêmement simples. Tout d'abord, l'étudiant, et on a fait un schéma qui permet, je crois, d'illustrer le propos très simplement. L'étudiant a l'obligation de vérifier à l'ouverture de ses droits à l'assurance maladie. Premier sujet. Vérifier l'existence de l'ouverture de ses droits. Deuxième sujet, il a également l'obligation de vérifier la complétude et l'exactitude de son dossier, afin de pouvoir être remboursé efficacement, évidemment, dès que le cas se présente. Et troisième sujet, pour attester à la fois de l'existence, à la fois de l'exactitude et de la complétude de ses droits, il a la possibilité de télécharger son attestation de droit à l'assurance maladie sur le site internet de sa caisse de sécurité sociale, qu'il transmettra à son organisme d'accueil. 3 éléments extrêmement simples à retenir, mais en parallèle, 2 points de vigilance. Le premier, il ne vous aura pas échappé que depuis peu, il y a eu un changement en profondeur et qu'il y a encore un changement en profondeur de l'organisation de la protection sociale en France, avec la disparition progressive de certains régimes spéciaux. Le RSI, il y a quelques mois, et de façon très récente et très impactante pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui, la suppression, depuis le 31 août 2019, du régime étudiant de sécurité sociale. Les nouveaux étudiants étant désormais rattachés à leur régime de protection actuel, généralement celui de leurs parents. Et puis, deuxième point de vigilance, mais là c'est l'organisme de protection sociale qui va s'exprimer, l'idée c'était également de vous sensibiliser que le pendant de la sécurité sociale, c'est évidemment la question de la complémentaire santé. Et qu'il est fortement conseillé à l'étudiant, bien évidemment, de vérifier qu'il est couvert par un organisme de complémentaire santé à l'assurance maladie et d'identifier également si le niveau de couverture qu'il a correspond bien à ses besoins.
Et je me permets de citer une enquête récente qui a été réalisée l'an dernier par un organisme indépendant qui s'appelle EPSI et qui montre qu'aujourd'hui, à date, et ce chiffre n'a jamais été aussi important, 32% des étudiants sont non couverts en complémentaire santé. Après ces prérequis, je propose de rentrer dans le vif du sujet. Comment cela se passe-t-il pour un étudiant qui est malade et donc en arrêt maladie pendant son stage ? Donc pour cela, les choses sont extrêmement simples. De nouveau, un schéma qui permet d'illustrer de façon très simple le sujet. Lorsque l'étudiant doit s'absenter pour maladie ou maternité, il doit demander à son médecin un certificat médical. Ce certificat médical atteste évidemment son arrêt de travail. Ce dernier, l'arrêt de travail, doit être transmis par l'étudiant à l'organisme d'accueil dans un délai de 48 heures, suivant l'absence de l'étudiant. On est exactement dans le même cas qu'il se présente à un salarié de façon classique. S'il est couvert par un organisme complémentaire, ce dernier prendra également en charge la part de remboursement qui lui incombe. Lorsque l'étudiant est en arrêt maladie, et je crois que c'était un sujet important qui nous a permis d'échanger avec Stéphanie Delaunay, il est impossible de travailler et de percevoir sa gratification. Pour cela, s'il était salarié, on peut dire que le principe mécanique serait le versement d'indemnités journalières. Sauf que sur la question de l'indemnité journalière, eh bien, il faut regarder quoi ? Il faut regarder, c'est pour ça que je me suis permis de le présenter en introduction, il faut regarder la question du niveau de la gratification. Si la gratification est supérieure au plafond horaire de la sécurité sociale, eh bien, dans ce cas, des indemnités journalières sont alors versées à l'étudiant stagiaire. Alors que si la gratification était inférieure ou égale, il n'y aurait pas de versement d'indemnité journalière. Troisième sujet, la question du zoom sur les stagiaires en mobilité internationale. Et tout d'abord, le cas de l'étudiant français inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en mobilité sortante. Vous le savez sans doute, chaque pays a une protection sociale qui lui est propre. Ainsi, l'étudiant doit, avant de partir, se renseigner au préalable du stage afin d'appréhender les démarches à effectuer. Pour se renseigner sur la protection sociale du pays en question, nous avons identifié 3 solutions complémentaires. Le premier, sans doute très connu par vous tous, le site internet du CLEIS, du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, qui permet de récapituler les différents systèmes de protection sociale par pays. Deuxième sujet, le site amélie.fr, qui lui aussi est intéressant de par la rubrique études à l'étranger qu'il propose. Et troisième et dernier sujet, plus atypique, ready2go.fr. Ready2go.fr est un site internet qui intègre toutes les thématiques indispensables à la préparation du départ à l'étranger, mais au-delà de la protection sociale, ce qui permet de bien préparer et de bien anticiper le départ à l'étranger. D'où notre approche avec ces 3 sujets de la complémentarité, de l'information nécessaire pour bien anticiper et préparer son départ. Au-delà de ces bases d'information, 2 cas se présentent. Vous avez l'étudiant qui va partir dans le cadre de l'espace économique européen et l'étudiant qui va partir au-delà de l'espace économique européen. Je crois qu'il faut bien identifier systématiquement ces 2 sujets parce qu'ils sont là aussi très, très structurants et très impactants, à la fois dans la dimension sortante et à la fois dans la dimension entrante. L'étudiant réalisant un stage dans un pays membre de l'espace économique européen doit demander, là aussi, sa carte européenne d'assurance maladie à son centre de sécurité sociale. Cette CEAM lui permet d'être identifié et reconnu comme un citoyen du pays de destination, notamment dans les établissements publics. Et en fonction de la nature des frais de santé engagés et du type d'établissement fréquenté, quand je dis du type d'établissement fréquenté, il faut comprendre public ou privé, une partie de ces frais engagés sera pris en charge localement ou alors au retour de l'assuré pour partie remboursée par le Centre national de soins à l'étranger. Avec une difficulté qu'il faut quand même souligner puisqu'on parle d'étudiants, c'est qu'il y a un délai officiel pour la prise en charge de ces frais de santé qui est de 2 mois. Deuxième sujet, l'étudiant qui réalise un stage dans un pays hors espace économique européen, eh bien une faible partie sera remboursée par le CNSE au retour seulement de l'assuré en France et sur la base de la législation française. Donc vous le comprenez bien, on est face ici à un point de vigilance extrêmement important et commun
aux deux types de stages, qu'ils soient réalisés au sein de l'EE ou hors EE, il est évidemment vivement conseillé pour l'étudiant, quel que soit son pays de destination, de souscrire une assurance qui prendra en charge à minimum un 100% des frais de santé engagés à l'étranger, dès le premier euro dans l'idéal et sans plafond. En parallèle, l'assistance rapatriement médical et, par souci de prévoyance, également la question de l'assurance responsabilité civile vie privée. Deuxième sujet, dans l'autre sens, l'étudiant étranger qui est inscrit, lui, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger et qui vient en France réaliser son stage. Et bien là, l'étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement étranger réalisant un stage en France peut se renseigner directement, là encore, sur le site d'amélie.fr ou encore sur le site du CLES. Nous avons de nouveau deux cas distincts. Si l'étudiant est ressortissant d'un pays membre de l'espace économique européen, eh bien lui aussi va demander sa CEM avant son départ à sa caisse de sécurité sociale. En cas de maladie, l'étudiant acquittera uniquement le ticket modérateur. Il y a donc bien un reste à charge. Il lui est donc vivement conseillé à lui aussi de souscrire une assurance qui prend en charge les frais de santé et les frais de rapatriement. Si l'étudiant est ressortant d'un pays hors espace économique européen, là, le sujet est un tout petit peu plus complexe, puisque avant son arrivée en France, l'étudiant doit demander son visa Schengen. Pour cela, il faudra qu'il souscrive obligatoirement, les deux sont liés, une assurance prenant en charge le transport médical sur place, les soins médicaux et hospitaliers d'urgence, ainsi que le rapatriement. Si la gratification est inférieure ou égale au plafond, l'étudiant n'a pas besoin de s'affilier au régime de sécurité sociale, en tout cas à l'assurance maladie française. Si la gratification, par contre, est supérieure au plafond, il peut s'affilier à la CPAM de son lieu de résidence. Je vous rassure, on reviendra sur ces sujets si vous le souhaitez, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Deuxième grand sujet, la question de la protection sociale, mais cette fois-ci au regard de l'accident du travail et de la maladie professionnelle. De nouveau, quelques prérequis, et ensuite, de façon très concrète, que se passe-t-il en cas d'accident ou de maladie professionnelle pendant le stage, et on regardera évidemment quel impact sur les étudiants en mobilité, qu'ils soient en mobilité internationale entrante ou en mobilité sortante. Les prérequis avant le stage, et là on rentre dans des sujets qui sont de plus en plus techniques, ardus et complexes, et qui m'autorise de ce fait à vous proposer vraiment de lire, comme je vais le faire, quasiment cette diapo. Pour aborder le sujet des accidents du travail ou de maladies professionnelles dans le cadre des stages, il convient dans un premier temps de présenter la définition de chacun de ces termes liés dans ce cadre à l'assurance maladie. Donc un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail. Règle simple, mais qu'on comprend bien. Et il existe deux types d'accidents couverts lors des stages en France ou à l'étranger. On a l'accident du travail qui survient au temps et au lieu du travail dans l'enceinte de l'entreprise d'accueil, ou au temps et au lieu du travail lors de déplacements professionnels effectués à la demande de l'entreprise d'accueil. Et puis on a un deuxième sujet qui est l'accident de trajet, qui survient lors des allers-retours du stagiaire de son lieu de résidence ou de l'établissement d'enseignement supérieur à son lieu de stage. La maladie professionnelle, quant à elle, se distingue de l'accident du travail. En effet, est considéré comme tel tout accident dont le stagiaire est victime pendant et par le fait de l'exécution du stage, mais qui est la cause d'une lésion. On a donc ici et là un lien de cause à effet supplémentaire. Ainsi, une maladie est dite professionnelle si elle est conséquence directe de l'exposition du stagiaire, par exemple, à un risque physique, un risque chimique ou biologique, qui résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle et si elle figure dans un des tableaux du régime général ou agricole de la sécurité sociale. Vous le savez sûrement, la sécurité sociale a prévu à cet effet une nomenclature type. Cependant, en matière de versement, et le montant de la gratification détermine le niveau de la protection sociale accident et maladie professionnelle de l'étudiant en stage, mais également la structure en charge du versement de la cotisation. De nouveau, référence à la gratification du stagiaire. Dès lors que la gratification du stagiaire est inférieure ou égale au plafond légal, les obligations liées au paiement de la cotisation accident du travail incombent à l'établissement d'enseignement signataire de la convention de stage. À noter pour les établissements publics liés au ministère de l'Éducation nationale que le versement des cotisations est effectué par le recteur.
Dans le cas d'une gratification supérieure au plafond légal, le stagiaire est couvert par sa structure d'accueil qui paye la cotisation accident auprès de l'URSSAF directement. Alors, de façon très concrète, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, comment cela se passe-t-il ? À la suite d'un accident, le stagiaire doit en informer l'employeur et l'établissement, mais là, cette fois-ci, dans un délai de 24 heures. L'employeur dispose, lui, d'un délai de 48 heures suivant l'accident pour réaliser ce qu'on appelle la déclaration de l'arrêt de travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. De nouveau, concernant le droit aux prestations, on retrouve 2 cas en fonction de la gratification du stagiaire. Pour une gratification inférieure ou égale au seuil du plafond légal, le stagiaire a droit aux prestations en nature, qu'on appelle les remboursements des soins, et également à la rente d'incapacité permanente. Par contre, pour une gratification supérieure au plafond légal, le stagiaire a droit aux prestations en nature. Il peut bénéficier des prestations numéraires de l'assurance maladie. Je fais allusion aux indemnités journalières, à l'incapacité, au capital décès, à la rente d'incapacité permanente. En cas de maladie professionnelle détectée, le stagiaire, lui, doit transmettre le certificat médical auprès de l'organisme d'accueil sous 24 heures. Puis il dispose de 15 jours pour transmettre la déclaration de maladie professionnelle auprès de son organisme d'assurance maladie. On est évidemment dans une démarche qui est beaucoup plus longue, vous l'aurez compris, parce qu'il y a un examen à constituer. Et suite à l'examen qui sera porté au dossier, l'assurance maladie pourra reconnaître la maladie professionnelle et mettre en place une indemnisation spécifique auprès du stagiaire. On en arrive de nouveau à un zoom sur les stagiaires en mobilité internationale, avec 2 cas, l'étudiant français en mobilité sortante, et puis l'étudiant étranger inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur étranger qui vient en France. Concernant l'étudiant en mobilité sortante, en cas d'accident, on a encore 2 cas par rapport à la gratification. Si la gratification est nulle, inférieure ou égale, le taux du plafond horaire de la sécurité sociale en cas d'accident, l'étudiant avertit l'établissement par lettre recommandée circonstanciée. C'est-à-dire qu'il précise les circonstances de l'accident. La date, le lieu, la nature des blessures, le nom, l'adresse de différents témoins ainsi que leurs coordonnées, des certificats médicaux, bref, tout ce qui permet d'étayer l'existence de cet accident. À réception de ce courrier, si la gratification est inférieure ou égale au plafond, l'établissement déclare l'accident à la CEPAM dans les 48 heures. Si la gratification est supérieure au plafond, pas de déclaration auprès de l'assurance maladie. L'établissement d'enseignement supérieur français dont relève le stagiaire est invité à vérifier qu'il existe bien dans le pays d'accueil un système de protection contre le risque accident du travail et maladie professionnelle et que l'organisme d'accueil paie les cotisations afférentes à la couverture de ce risque. L'ensemble de ces informations sont référencées sur le site du CLES. Dans tous les cas, l'étudiant doit veiller à avoir, dès qu'il est en stage à l'étranger ou en outre-mer, une assurance individuelle accident, une couverture rapatriement sanitaire et une assistance juridique. Pour l'étudiant étranger inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur étranger et en mobilité entrante, là le cas est extrêmement simple puisqu'il est défini par la convention de stage. L'étudiant étranger bénéficie dans tous les cas du droit aux prestations en nature, l'assurance accident du travail maladie professionnelle par le régime général et de la rente d'incapacité permanente. Troisième sujet, la question de la responsabilité civile. Pour traiter ce sujet, on s'appuie sur des références juridiques principales et quasi uniques en lien avec le Code civil, qui nous permettent d'apprécier à la fois la question des obligations de l'élève, de l'organisme d'accueil et de l'organisme de formation. Avec 2 sujets qui nous ont animés à travers cette recherche documentaire et l'exposé qu'on souhaitait vous faire, c'est la différence entre assumer et assurer, qui n'est jamais simple à appréhender. Alors les références juridiques. Les textes de référence sont connus et archi-reconnus. Il y a 3 articles, l'article 1240, 1241 et 1242 du Code civil, qui prévoit quoi ? Qui prévoit que la responsabilité civile se définit comme l'obligation d'assumer et de réparer le dommage causé à autrui. Que ce dommage soit causé par le fait même de la personne qui réalise donc le stage, par son imprudence ou par sa négligence,
ou encore par des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Et deuxième sujet, que la nature du dommage soit corporelle ou matérielle ou immatérielle. Alors, le dommage corporel, quand on entend par dommage corporel, on entend un dommage portant atteinte à l'intégrité physique, c'est-à-dire un dommage qui aurait causé des blessures ou le décès de la personne. Le dommage matériel, c'est un dommage qui porte atteinte au bien d'une personne. Et immatériel, là on est sur un sujet encore plus vaste, puisqu'ils ce sont des dommages consécutifs ou non consécutifs à des dommages matériels ou corporels. Alors quand on rentre dans les obligations des protagonistes, 1. La responsabilité civile de l'étudiant. Eh bien, l'étudiant stagiaire doit produire à son établissement d'enseignement une attestation de responsabilité civile qui doit contenir un certain nombre d'éléments formels. Le numéro de contrat, son nom, son prénom, ses coordonnées complètes, bien évidemment, la période scolaire, universitaire pour laquelle l'étudiant est couvert, en général du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année suivante, les garanties prévues au contrat également, avec un point de vigilance qu'il est à noter, même si vous êtes peut-être peu concerné dans cette salle, mais il y a un point de vigilance sur la question des stages en milieu hospitalier ou en milieu d'école, sur lequel il y a des dimensions spécifiques. Également, parce que ce n'est pas neutre, notamment lorsqu'il y a en cas de souci ou de pépin, c'est l'assureur des prestations. Cette attestation est automatiquement remise à la signature du contrat et est en tout cas exigible auprès de son assureur. Le mécanisme est simple, l'assurance responsabilité civile étudiante se substitue donc à l'étudiant pour indemniser les victimes d'un dommage matériel, corporel, immatériel, je le répète, dont il en aurait été la cause. Par cette attestation à produire, plus que d'assumer, nous sommes bien face ici à une obligation faite à l'étudiant d'assurer le dommage causé à autrui. Je tenais à le spécifier parce qu'on ne retrouve pas forcément ces éléments sur la suite. Deuxième sujet, la responsabilité civile de l'organisme d'accueil. La responsabilité civile de l'entreprise, en tout cas de l'organisme d'accueil, peut être engagée lorsqu'un stagiaire subit un dommage physique, matériel, immatériel, à l'occasion d'une activité prévue dans la convention de stage. Le stagiaire est ici assimilé à la situation d'un préposé de l'entreprise. On parle, dans le langage commun assurantiel, on parle de responsabilité civile employeur. On distingue souvent la responsabilité civile employeur de la responsabilité civile exploitation, qui peut être engagée lorsqu'un stagiaire provoque lui-même un dommage physique, matériel ou immatériel à des clients ou à des tiers, pendant l'exploitation et finalement au cours des activités annexes de l'entreprise, toujours dans le cadre du stage. À ce stade, il nous paraissait également important de vous sensibiliser et de zoomer sur la question de la faute inexcusable de l'employeur ayant entraîné des dommages corporels pour l'étudiant stagiaire. En effet, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, reconnue bien évidemment par la Caisse de sécurité sociale, le stagiaire ou sa famille peut être amené à rechercher la responsabilité de l'employeur, s'il prouve notamment qu'il a commis une faute inexcusable. La caractéristique de la faute inexcusable est établie autour de deux éléments. Premier élément, l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé le stagiaire. Et deuxième sujet, l'employeur, connaissant finalement le danger, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. À partir du moment où ces deux éléments sont établis, la famille de l'étudiant stagiaire ou l'étudiant lui-même a la possibilité de lancer deux procédures. Une procédure pénale et une procédure civile. Concernant la procédure pénale, un tribunal pénal pourra être amené à se prononcer, constatant une infraction soit au code du travail, soit au code pénal, et pourrait condamner l'employeur au maximum à une amende de 75 €. En parallèle de la procédure pénale, une procédure civile peut également être engagée. Là, les modalités sont légèrement différentes, mais après saisie de la Caisse de sécurité sociale, échec de la conciliation, le stagiaire peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale. Et dans ce cas-là, le stagiaire a droit, en complément des prestations AT-MP,
par exemple à une majoration de la rente obtenue au titre des AT-MP, ou une indemnisation de ces préjudices complémentaires. Par exemple, sur des préjudices esthétiques, sur une gêne temporelle de sa vie courante. Et en plus, parce que finalement, le fait de l'étudiant et ou de sa famille de le poursuivre de façon civile, eh bien, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut être amenée à proposer une augmentation de la cotisation pour financer le Fonds national de prévention des AT-MP. Donc on est face à une double peine qui est évidemment très lourde à porter pour un employeur qui se retrouverait dans cette situation. Dernier sujet, la responsabilité civile d'un établissement scolaire, d'un organisme de formation. Eh bien, sa seule obligation est de vérifier l'attestation de l'étudiant, dont je vous ai parlé précédemment. Il n'y a pas, et ça peut paraître étrange, d'obligation de disposer d'une responsabilité civile, au même titre par exemple qu'un employeur. La seule obligation est de vérifier l'attestation de l'étudiant. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Je voulais évidemment vous remercier de votre attention. J'espère que mon propos vous aura été à la fois utile et qu'il vous aura permis d'éclairer des aspects parfois obscurs ou techniques de cette thématique, des risques et accidents, pour les trois protagonistes que sont les étudiants et les organismes d'accueil des établissements d'enseignement supérieur. Je voulais, un dernier mot, remercier celles et ceux qui m'ont aidé à préparer cette intervention, puisque évidemment, nous avons travaillé en interne sur un sujet évidemment complexe, technique, mais nous nous sommes appuyés également sur les principaux organismes qui sont en lien direct avec ces sujets, que ce soit l'assurance maladie, que ce soit l'URSSAF et encore le CLEIS. Et je remercie spécifiquement Stéphanie pour ses conseils. Et toi, François, pour ton invitation encore. Merci. Merci Hervé. Restez peut-être avec nous quelques minutes parce que effectivement le sujet est complexe. Alors c'est pas du tout le sujet qui va nous animer par la suite, mais justement on va peut-être s'arrêter un petit peu avant de rentrer dans la césure s'il y a quelques questions. Ce qui est troublant, je trouve, c'est que quand on entend parler de protection sociale et d'assurance, c'est qu'il faut toujours imaginer le pire. Donc c'est toujours un peu dérangeant, mais je crois que il y en a certains d'entre vous qui l'ont vécu le pire. Donc je vais faire circuler le micro. Je crois qu'il y en a 3, voilà. Faire circuler le micro pendant quelques minutes pour des questions ou éventuellement des témoignages. Merci. Une petite question. Vous avez souligné que les attestations d'assurance courent souvent du 1er septembre au 31 août et les stages se terminent souvent après le 31 août. À quel moment l'établissement scolaire est-il obligé de demander l'attestation d'assurance suivante? Vous voyez ce que je veux dire? Si le stage se termine le 31 novembre, on fait comment? Il faut qu'il y ait un parallélisme des formes. Il faut qu'il y ait un parallélisme des formes en termes de timing. Donc, si le stage déborde, eh bien, il faut demander également une attestation sur la période concernée. Donc, vous pouvez être amené à, si je me mets à la place d'un stagiaire, à présenter 2 attestations de stage. Si, par exemple, mon organisme d'assurance n'est en capacité de me présenter que des attestations de stage sur les dates que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, le stage commence en juin et finit en novembre. Une première attestation de juin à fin août et puis une deuxième attestation du 1er septembre sur l'année suivante. Ok, merci. Oui, mais il y a des étudiants pour qui c'est délicat et le stage se termine fin septembre. Et ils s'en vont, ils sont diplômés après à la suite. Donc on fait comment? Encore une fois, c'est une question de bon sens qui est évidemment à exposer auprès de l'assureur, puisque vous avez des assureurs qui vont raisonner comme je viens de l'expliquer, et puis vous avez des assureurs qui vont pratiquer une extension de garantie sur quelques semaines, quelques mois. Tout est possible. Après, ça dépend de ce qu'ont prévu les uns et les autres. Mais c'est une bonne question parce que ça correspond à la réalité des problématiques qui se posent effectivement au sein des établissements d'enseignement supérieur. Oui, alors moi, bonjour. Laurent Gildinger, Sorbonne Université. Moi, j'aurais 2 questions. J'ai pas bien compris lorsque c'est la responsabilité civile de l'étudiant qui joue ou lorsque c'est la responsabilité de l'organisme d'accueil. Voilà. Quand est-ce que une des 2 responsabilités
prend le dessus sur l'autre. Et puis j'ai une autre question. Nous avons des étudiants qui ne vont pas réaliser un stage dans un organisme extérieur, mais qui réalisent donc une découverte, une insertion professionnelle au sein même de l'université. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ce sont deux très bonnes questions. Je vous remercie de les avoir J'en avais posées. une troisième, mais je la garde. Je commence par la première, parce que finalement, c'est le sujet qui relie les assureurs entre eux. Hein, c'est que bien souvent, on va avoir un partage de responsabilités. En tout cas, les assurances vont regarder à s'entendre sur quelle assurance va jouer en fonction, finalement, du niveau d'assurance des uns et des autres, dans l'intérêt des deux parties. C'est tout ce que je peux vous répondre en l'état, puisqu'après, il faudrait rentrer peut-être dans une situation, un exemple ou quelque chose de très concret. Mais la plupart du temps, on peut avoir les deux mécanismes qui jouent parallèlement, hein, dans l'intérêt, encore une fois, des deux parties. Si je peux juste compléter sur la responsabilité civile de l'étudiant, l'exemple typique, c'est l'étudiant qui va casser du matériel d'un collègue lorsqu'il est en stage. Hein, il casse l'ordinateur de son collègue. Donc là, c'est sa responsabilité. Et la responsabilité civile de l'organisme d'accueil, ça va être le collègue qui va casser l'ordinateur de l'étudiant ou ses lunettes ou bien autre aspect qui va être alors à la frontière entre l'accident du travail et la responsabilité civile. Donc c'est là où les assurances vont devoir aussi trancher. C'est par exemple en cas d'accident sur le parking en fait de l'organisme d'accueil entre la voiture de l'étudiant et la voiture d'un de ses collègues. Voilà. Donc là après on va avoir des différentes responsabilités, mais je pense que sur la responsabilité civile de l'étudiant, c'est vraiment quand c'est lui qui crée un problème en fait au sein de l'établissement. Sur la deuxième question, oui. Sur la deuxième question, on n'est pas dans le cadre du stage, si j'ai bien compris. On est sur le... Si ? Pardon, j'ai pas bien compris. Alors, vous me faites tout à fait plaisir parce que je suis d'accord avec vous. Pour moi, on n'est pas dans le cadre d'un stage puisqu'il n'y a pas d'organisme extérieur. Mais la question se pose quand même. Donc, pour être certain d'avoir bien compris. Donc, je répète la question. J'ai un étudiant oui, qui est inscrit dans un organisme de formation qui va aller réaliser un stage dans un laboratoire de l'organisme de formation. Et c'est assez fréquent comme situation. On peut très bien avoir la double casquette. On est dans le cas de la double casquette, c'est ça? Donc la convention, elle est tripartite, néanmoins. Pour vous, ça ne pose aucune difficulté. Il n'y a pas de difficulté pour moi, non. Vous nous confirmez, Stéphane? Si je peux juste compléter, en fait, dans ce cas-là, il est fortement conseillé à l'établissement d'enseignement supérieur de souscrire une assurance responsabilité civile, du coup, parce qu'il devient aussi organisme d'accueil. Hein, donc, Bonjour à tous, Renaud Arba de l'Université Paris-Dauphine. J'avais une question pour rebondir sur ce qui a été demandé tout à l'heure par rapport à la responsabilité civile. Vous avez indiqué que l'obligation de l'établissement d'enseignement était de vérifier que l'étudiant était bien couvert en responsabilité civile, donc j'imagine pour le stage. Est-ce qu'on a des références juridiques par rapport à ça? Parce que nous, on a essayé de trouver, on n'a pas trouvé grand-chose, mais on le fait quand même. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que si on intègre dans le modèle de convention de stage un article qui dit que l'étudiant a l'obligation de vérifier qu'il est, il a vérifié qu'il était couvert en responsabilité civile dans le cadre de sa convention et pour tout éventuel prolongement de la convention, donc avenant, et que cette convention est signée par toutes les parties, est-ce que ça peut permettre de ne pas vérifier, notamment la question qui était posée tout à l'heure, quand on a un stage qui est jusqu'au 31 août, qui a une prolongation jusqu'à novembre, si c'est inclus dans la convention et qu'elle est signée par tout le monde, est-ce que, d'un point de vue assurance, est-ce que c'est valable? Merci. La question que vous posez, c'est à la fois la question de la responsabilité et la question de l'assurance. Pour moi, en tant qu'organisme de formation qui envoie des stages dans une entreprise, vous avez cette responsabilité de vérification. Elle s'impose à vous et je trouve qu'en le disant, finalement, elle est finalement de nature très bienveillante. Bienveillante pour que le stage se passe bien, parce qu'on oublie que derrière le sujet d'assurance et de responsabilité civile, il
Il y a des étudiants qui, finalement, c'est leur première expérience professionnelle. Donc, on est bien dans une approche globale bienveillante qui fait qu'à un moment donné, tout se passera bien, même s'il arrive un pépin. Non, il n'y a pas comment t'appelles ça, de jurisprudence sur le sujet qui montrerait finalement que si un pépin se passait et qu'il y ait eu un manquement de l'établissement à son obligation de vérifier. Donc, il n'y a pas de jurisprudence en la matière. Néanmoins, je crois que c'est notre responsabilité finalement commune de vérifier que l'étudiant dispose bien de cette attestation de responsabilité civile. Et je crois qu'on peut rajouter un acteur supplémentaire, le parent, l'étudiant. Je crois que tout le monde est de la partie sur ces sujets-là. Donc l'organisme d'accueil et évidemment l'entreprise. Si je peux juste compléter, en fait, si vous voulez, je pense que ce qu'a voulu dire Amy, notre collègue d'Amy, c'est que l'obligation, elle vient souvent de l'organisme d'accueil. C'est l'organisme d'accueil qui va exiger une attestation de responsabilité civile. C'est pour ça que les établissements d'enseignement supérieur sont bien souvent embêtés, mais obligés de demander cette attestation à l'étudiant, car c'est exigé par l'établissement d'accueil. Et sur la convention de stage, en fait, il faut savoir que cette notion de responsabilité civile, ça c'était une question que j'aurais aimé aussi poser, elle n'existe pas de la même façon dans tous les pays. Donc c'est pour ça que dans le modèle national, c'est quelque chose d'assez vague, parce qu'en fait, cette notion-là, elle n'existe pas dans tous les pays, mais on peut quand même casser l'ordinateur du collègue dans tous les pays ou les lunettes du collègue. Donc justement, moi, c'était une question que je voulais vous demander, comment vous gérez les différents types de législation en matière assurantielle dans les différents pays, en fait. Nous, on conseille de toute manière à l'étudiant, qu'il soit sur le fait de réaliser un stage en France ou à l'étranger, on lui conseille de façon systématique. Et je rappelle en parallèle quand même que ça coûte une quinzaine d'euros, type de solution assurantielle. Donc on n'est pas non plus sur des énormes montants. Et pour un prix modique ou modeste, on a une garantie sur les dommages qu'on pourrait causer, y compris à l'étranger. Que ce soit dans le cas des études ou même du loisir. Loisir ou études, je le rappelle également. Alors, finalement, il remarche. Il y a une question ici, et puis une question là-bas. Donc, voilà, madame, c'est à vous. Ah, c'était la même question. Alors, monsieur. Bonjour, Gilles Baume à Sciences Po Rennes. Donc, moi, je vous pose une question concernant l'employeur. L'employeur, ça peut être le terrain de stage, mais c'est aussi l'établissement de formation, puisque c'est nous qui faisons les déclarations d'accident du travail sur justificatif de la structure. On a eu le cas d'une étudiante qui était dans un conseil régional et qui a utilisé une voiture du conseil régional. Et elle a tourné sur la gauche et il y a un motocycliste qui arrive en face, qui s'est retrouvé accidenté avec plus de 100 jours d'ITT, je crois. Donc l'affaire est passée au pénal. Et ma question, c'est de savoir qui finalement est l'employeur. Est-ce que l'établissement de formation l'est ou pas? Et est-ce qu'il doit y avoir un accompagnement, comme pour nos propres salariés ou nos propres collègues, un accompagnement juridique? Parce que là, en l'occurrence, le conseil régional a pu porter l'affaire avec un cabinet d'avocats et une expertise certaine. Si on était dans une petite association qui n'a pas les moyens, qu'est-ce qui serait passé pour la personne, pour l'étudiante en stage? Si j'ai bien compris, pour résumer, le stage se déroulait au sein du conseil régional. Oui, c'était pendant le stage avec une voiture du conseil régional. La première question à poser, c'est est-ce que l'utilisation du véhicule finalement était prévue dans le cadre de son stage? Si la réponse est oui, normalement les mécanismes classiques fonctionnent. Oui, mais l'établissement de formation, est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il doit accompagner l'étudiant, par exemple, dans les démarches juridiques? Est-ce qu'il doit prendre un avocat pour protéger l'étudiant? Là, il y avait le conseil régional qui avait un cabinet d'avocats, donc il travaillait avec. Et donc l'idée, c'était de savoir si l'établissement devait, si c'est dans le cadre d'une petite association qui n'avait pas les moyens, par exemple, de pourvoir un... Excusez-moi, on s'échange. Pourtant, on a beaucoup de micros, vous avez remarqué, et la technique fonctionne très bien. Merci à la BPCE. Mais bon, ça suffit. Oui, donc juste pour répondre à votre question. Donc en fait, vous parlez du cas où la gratification est inférieure ou égale au plafond. Donc effectivement, du point de vue des URSSAF, l'université, l'établissement d'enseignement supérieur est l'employeur en fait de cet étudiant, et ce n'est pas l'organisme d'accueil qui est son employeur. Donc effectivement, le conseil régional était très généreux dans le fait de prendre votre place, enfin la place de l'établissement d'enseignement supérieur, car en réalité, c'est ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand les stages font l'objet d'une gratification inférieure ou égale au plafond,
légal. Il ne faut pas que les universités oublient, ou que les grandes écoles, etc., oublient qu'elles sont l'employeur. C'est comme si l'étudiant travaillait, entre guillemets, pour elles. Hein. Et donc, le conseil régional a effectivement, je pense, les avocats, je sais pas, bon, ouais, très bien, donc ça a été généreux de leur part, mais ça aurait dû être l'établissement, et c'est là où, on fait souvent des warnings là-dessus, en disant, attention, sur les stages, on n'est pas trop équipé dans les établissements d'enseignement supérieur pour faire face à ce type d'événement, et donc je rebondis aussi sur la déclaration, hein, je ne sais pas s'il va y avoir la question, mais on n'est pas non plus équipé, puisque bien souvent, les établissements ferment l'été. Donc, j'ai remarqué, là, en étant au ministère, donc j'ai la chance de voir les choses d'un peu plus haut, que maintenant, il y a des établissements qui interdisent les stages l'été, par exemple, des établissements d'enseignement supérieur. Mais je les comprends, parce qu'en fait, s'ils n'ont personne pour gérer l'attestation, la déclaration, mais bon, voilà, c'est pour ça, parce qu'ils sont employeurs. Hein. Bonjour. Vous avez souvent fait référence à la signature d'une convention qui est tripartite. On a quand même des fois des situations en mobilité sortante où l'organisme va imposer une convention de stage qui va être bipartite entre l'entreprise et l'étudiant. Est-ce que ça peut avoir un impact du coup sur la prise en charge au niveau protection sociale ? Est-ce qu'il pourrait y avoir un refus de la CPAM de prendre en charge les frais si on est face à une convention qui est bipartite ? Pour reposer la question, donc on a un étudiant en mobilité entrante, c'est ça ? Sortante, il part à l'étranger. En fait, en France, on n'a que des conventions tripartites. Enfin, c'est pas arrivé. D'accord. Donc là, l'étudiant signe directement ? Oui, il signe directement et il n'est pas prévu par l'organisme d'accueil de faire signer l'établissement de formation. C'est leur pratique. Écoutez, j'ai pas connaissance, moi, de cette pratique ou de ce sujet, mais je ne l'ai jamais, en tout cas, appréhendé. D'accord. Et c'est du coup des organismes qui refusent de signer notre modèle français. Et bon, voilà, c'est... Moi, ce que je vous propose, parce que j'aime pas répondre comme ça au hasard, mais en tout cas, on va creuser le sujet. On le mettra en complément des travaux qu'on mettra à votre disposition. Parce que je trouve que c'est évidemment un sujet important. Et puis, si c'est le cas sur un certain nombre de pays européens limitrophes, donc l'importance du sujet n'est pas à remettre en cause. Donc oui, on se proposera de l'ajouter en complément. Hein. On va creuser ce sujet-là, bien évidemment. Merci beaucoup Hervé, et merci aussi pour l'annonce des compléments d'information. Moi j'ai bien saisi la préoccupation d'ailleurs de beaucoup d'entre vous concernant les étudiants que vous envoyez en stage à l'étranger. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes, et en particulier ce seuil du en dessous de la gratification ou au-dessus de la gratification qui a effectivement beaucoup de sens en France, semble en avoir aussi à l'étranger, puisque de ce que j'ai compris, c'est que ça exonérerait, à partir du moment où on est au-dessus de la gratification minimale, ça exonère la responsabilité de l'établissement, y compris à l'étranger. Mais ce n'est pas forcément rassurant par rapport à ce qui va se passer vis-à-vis de l'étudiant. On n'a pas de certitude qu'il sera couvert correctement en fonction du pays où il va se rendre.